C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres ça? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde. Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Bistrot de Charlie, le podcast de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, nous allons pour débuter parler de la planche de juin qui est en page 14 du Charlie de cette semaine. Juin est allé suivre une audience de la 17e chambre les 6 et 7 mai derniers. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, était en effet poursuivie pour diffamation par plusieurs gendarmes. Ensuite, toujours dans la rubrique justice, il sera question d'un papier paru sur notre site web hier et consacré au procès dit de l'agent Orange. Et c'est Laure qui va nous en dire un peu plus. Et enfin, je demanderai à Laure et Juin ce qu'ils pensent de Dubaï et s'ils ont envie d'y passer leurs prochaines vacances, à l'instar d'un nombre toujours plus grand de Français. Alors, avec moi aujourd'hui, vous l'aurez compris, Laure Dossy. Salut Laure. Salut Xavier. Et Juin. Salut Juin. Salut Xavier. Ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Je pense à Julien, Angélique et Camille. Dédicace. Oui, tu fais bien de mentionner tout le monde. Et malheureusement, Fouls n'est pas là aujourd'hui. J'ai oublié Marlène. Salut Marlène. Salut Marlène, oui. Oui, je disais, malheureusement, Fouls n'est pas là cette semaine, alors que c'était quasiment devenu une habitude. Hein. Il était tout le temps avec nous ces dernières fois. Et puis, pilier de bistrot. Hein. Voilà, il n'est pas là. Donc voilà, on va commencer avec ta planche, Juin. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était la particularité de cette audience et pourquoi tu as décidé d'y aller? Ce qui était particulier, c'est que Assa Traoré était poursuivie en diffamation parce qu'elle avait affirmé sur Internet, dans une tribune sur Facebook en 2019, que les gendarmes, en les nommant, avaient tué son frère. D'accord. Et elle les accusait aussi de ne pas l'avoir secouru. Et donc les gendarmes ont décidé de l'attaquer en diffamation. Et quand on a attaqué en diffamation, on n'est pas tellement présumé innocent parce que c'est à la personne attaquée en diffamation de prouver sa bonne foi en fait. D'accord, ok. De montrer qu'elle a des billes en fait pour affirmer ce qu'elle dit. En l'occurrence, ici c'était la sœur d'Adama Traoré qui devait prouver sa bonne foi. Et prouver sa bonne foi, ça voulait dire prouver la culpabilité des gendarmes. D'accord. Okay. Donc c'est un peu gênant, sachant que c'est un dossier qui est toujours à l'instruction. Et on ne sait toujours pas s'il y aura un non-lieu pour les gendarmes qui sont témoins assistés, qui ne sont pas mis en examen. D'accord. Ou s'il y aura un procès, éventuellement un procès d'assises, quoi. On ne sait pas. Oui, donc ça reposait en fait sur les conclusions d'une autre partie de l'affaire, si je comprends bien. Oui, sur des conclusions qui ne sont toujours pas rendues en fait. Donc comment est-ce qu'ils ont pu arriver à... Oui, je comprends mieux maintenant la particularité de l'audience, mais du coup, comment est-ce qu'ils ont pu arriver à une conclusion, si j'ose dire, par rapport à... Il y a des témoins qui ont été appelés à la barre par Assa Traoré et son avocat. D'accord. Quand on dit des témoins dans un procès, c'est pas forcément des témoins de l'affaire exactement, parce que là ils n'ont pas assisté à l'arrestation en fait d'Adama Traoré ou ce qui a pu se passer après à la gendarmerie. Il y avait un sociologue par exemple qui était appelé à la barre, Eric Fassin. Qui expliquait, lui, qu'il y avait un racisme systémique dans la police. Il y avait aussi un prof d'histoire géo qui était porte-parole du comité Adama qui expliquait qu'on cherchait toujours à criminaliser en fait les personnes qui étaient arrêtées par la police pour après casser toute solidarité avec eux et se dire que s'il leur était arrivé quelque chose en se faisant arrêter, ce qui peut conduire jusqu'à la mort, c'était justifié quelque part. Okay. Et ça c'était, je trouve, des témoignages assez gênants à entendre, assez malaisants. Parce que justement, je voulais te demander, tu utilises le mot malaise dans chaque case quasiment. Ouais. Donc du coup, pourquoi ? Parce que là, c'est des personnes qui utilisent la salle d'audience comme une tribune, quoi. Mais est-ce que c'est pas un peu le propre de toute... Dès lors qu'il y a dans la 17e chambre, est-ce que c'est pas un peu le propre d'avoir ce genre de débat finalement qui va au-delà de...
où les gens ont tendance à parler de choses qui vont au-delà de l'affaire en question. Tu vois ce que je trouve ce qui est toujours gênant, c'est de vouloir faire d'une affaire particulière un cas général. D'accord. Après, des gens qui sont pas témoins de l'affaire, j'avais déjà vu le cas quand il y avait eu par exemple le procès des Amis de la Terre. Ils avaient appelé à la barre une personne. En fait, c'était une affaire où ils étaient accusés de vol de chaises. Ils avaient emprunté des chaises dans des salles de la BNP, en fait, dans des succursales de la BNP. Ah oui, c'était oui, je me souviens. C'était au moment de la COP 21, en fait, pour après tenir une assemblée citoyenne avec les chaises de la BNP, parce que pour eux, la BNP, vu qu'elle finance, oui, je comprends. quand on achète certains placements à la BNP, on place son argent dans des énergies fossiles. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils essayent petit à petit de mettre fin à ça. Mais là, du coup, la personne qui était appelée à la barre, c'était un ingénieur qui bossait pour le GIEC. D'accord. Et quand le président du tribunal lui posait la question, mais est-ce que vous avez été témoin de l'affaire ? Il disait, moi je suis témoin du réchauffement climatique. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on était un peu sur la même chose en fait avec les témoins qui étaient appelés à la barre. Ok, d'accord. Après, là, ce qui était gênant, c'était on se retrouvait à entendre les protagonistes du procès. Par exemple, on entendait un avocat des gendarmes qui disait ce qui a pu se passer dans le brouillard de la guerre, en décrivant l'arrestation de Traoré, donc en disant dans le feu de l'action, les gendarmes ont pu faire certaines choses. Je trouvais ça assez déplacé en fait par rapport à ce qui s'était passé. Quand le procureur appelle Assa Traoré à s'indigner avec bienveillance, c'est aussi révoltant parce que son frère est mort. Quand Bouzrou compare le policier qu'il a... Enfin, les gendarmes qui l'ont arrêté à Derek Chauvin en disant qu'ils ont été pires que Derek Chauvin, c'est malaisant aussi. Enfin, tout était... Et du coup, ça s'est terminé comment ? Concrètement, la fin c'était la semaine dernière, c'est ça ? C'était vendredi, oui. Assa Traoré a pris la parole en dernier en réaffirmant ses propos à la barre. D'accord. Elle a été applaudie par tous les militants qui étaient venus assister au procès. Okay. La décision est le 1er juillet. Ok, très bien. Peut-être mais le 1er juillet, on ne saura toujours pas, je pense, s'il y a un procès pour... je comprends. Par rapport au décès. Par rapport à la mort de son frère. Ok, ça marche. Écoute, peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. On va passer en attendant au prochain sujet. Alors, le prochain sujet, c'est donc... Excusez-moi, j'ai perdu ma feuille. Alors, hier, Laure, tu as publié un papier sur charliehebdo.fr à propos d'une décision rendue en début de semaine par le tribunal d'Évry. Pour rappel, le tribunal s'est déclaré incompétent pour juger la plainte déposée par Tran Tonia, une dame franco-vietnamienne de 79 ans, qui avait donc déposé une plainte contre plusieurs grandes entreprises de l'agrochimie, en leur reprochant finalement d'avoir fourni l'agent orange à l'armée américaine pendant la guerre. Alors, est-ce que j'ai à peu près bien résumé Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Je me suis intéressée effectivement au combat de Tran Tonia, qui est une franco-vietnamienne de 79 ans, qui effectivement a lancé cette action en justice qu'on peut vraiment qualifier d'historique. Déjà, c'est la première fois en France qu'il y a ce type d'action. Et c'est un peu, on peut dire, le combat de David contre Goliath, parce que donc elle s'en est pris à 14 multinationales, dont certaines sont bien connues, comme Monsanto notamment. Et effectivement, ce sont les multinationales en fait qui ont fourni l'agent orange, qui est donc ce défoliant ultra toxique qui avait été utilisé à l'époque pendant la guerre du Vietnam pour en fait détruire la jungle, parce que c'était là où étaient cachés en fait les communistes, les rebelles communistes. Et donc voilà, on avait suivi ce procès en janvier. La décision de justice est tombée lundi, donc effectivement elle a été déboutée, mais elle fait
fait appel. D'accord. Alors pourquoi elle a été déboutée? En fait, les multinationales, dans leur argumentaire, en fait, expliquaient que Qu'elle n'était si pas elles responsable, c'est ça, si j'ai bien voilà, compris. en tout cas, si elles ont fourni cet agent Orange, eh bien, c'est parce qu'elles étaient forcées Oui, pas eu par le choix. l'État américain. Voilà, elles auraient été réquisitionnées. Or, il se trouve que de ce fait, si c'est le cas, et c'est ce qu'a considéré le tribunal, eh bien, elles pouvaient se prévaloir de ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. C'est un principe de droit international qui établit que un État ne peut assujettir un autre État à sa juridiction. En l'occurrence, là, ce serait comme si l'État français disait à l'État américain, à l'époque, vous n'auriez pas dû faire ça. Et donc ça, c'est impossible. Et donc, en fait, toute la question réside autour du fait... Il faut que je me concentre parce que je n'ai pas du tout concentré. Il fait le malin. et toute la question réside autour du fait de se demander si ces entreprises, en fait, avaient le choix ou pas ou si elles ont été fournir ce défoliant. C'est ça. Et les avocats de Trantogna avaient, lors du procès, démontré, à l'inverse, qu'elle répondait en fait à un appel d'offres. Oui, donc c'est toute la complexité de cette affaire. Selon les documents auxquels on se réfère, on peut montrer que c'est un appel d'offres. En tout cas, c'est la version de Trantogna. Pour l'instant, en fait, tous les documents n'ont pas été fournis. C'est d'ailleurs une des demandes pour l'appel qui aura lieu dans quelques années. Des documents de l'époque historique concernant les entreprises. Voilà, donc voilà, c'est pour vraiment faire la part des choses et savoir plus précisément ce qu'il en était. Les avocats ont demandé à ce que l'ensemble des documents puissent être dévoilés pour l'appel. Parce que, du coup, désolé de te couper, mais quel pourrait être si elle avait pu déposer plainte, si elle n'avait pas été déboutée, qu'est-ce que ça aurait... Elle a signé, oui, enfin, si ça... Attends, voilà. je me mélange les termes, désolé. Parce que le tribunal s'est déclaré incompétent, c'est ça, pour juger de la plainte. C'est-à-dire qu'effectivement, le tribunal s'est déclaré... En tout cas, les entreprises ont bénéficié de l'immunité de juridiction. Et en effet, à partir de là, les autres arguments déposés par les avocats de Trantogna n'ont pas pu être étudiés. Ils en avaient d'autres, mais voilà, du fait qu'il y ait cette immunité de juridiction. Sinon, dans le cas inverse, ça aurait été une première, enfin, ça aurait été un événement assez important, c'est ça ? Ça aurait été effectivement totalement historique. Et il faut rappeler aussi qu'aucun... on estime qu'il y a entre 2 et 5 millions de Vietnamiens qui auraient été exposés à l'agent Orange, et aucun d'entre eux n'a été indemnisé depuis. Donc c'est vrai que... Et ce que dit aussi Trantogna, c'est que au moins... Même si là, elle a perdu, elle dit que c'est malgré tout une forme de victoire parce qu'elle a permis de faire ressurgir ce pan d'histoire que il y a plusieurs médias qui ont quand même parlé de cette affaire. Plusieurs médias s'y penchent. Maintenant, on sait ce qu'est l'agent Orange. On sait, j'avoue, avant de m'intéresser à ce sujet, je n'avais pas du tout associé Monsanto à l'agent Orange. Aujourd'hui, on sait que Monsanto a fourni cet agent Orange. Après, est-ce que c'était forcé par l'État américain ou de même, il restera de toute façon dans l'histoire liée à l'agent Orange. Et donc, de ce fait, ça reste une victoire pour Trantogna. Et puis, c'est vrai que voilà, il faut aussi se rappeler les conséquences de l'agent Orange. Et des appels d'offres. Exactement. Si vous visitez un jour le Vietnam, j'ai eu la chance de le faire, et c'est vrai qu'il y a par exemple un musée à Ho Chi Minh Ville qui est assez terrifiant sur les conséquences sur les conséquences, où il y a un certain nombre de photos qui montrent les conséquences sur des générations, c'est-à-dire que l'agent Orange a impacté, il y a une dioxine tellement les enfants, des descendants des personnes. Voilà, sur 2, 3, 4, 5 générations, des enfants lourdement handicapés, totalement défigurés. Donc il y a des conséquences comme ça. Et aussi, on parle d'écocide. On n'en parlait pas il y a quelques années, mais là où l'agent Orange a été déversé, il y a la végétation il y a aussi des conséquences assez graves sur la végétation. Et j'ajoute aussi que Trantogna elle-même, j'ai oublié de le préciser,
préciser, parmi les arguments justement qu'elle avait déposés en justice, c'est qu'elle-même souffre de 5 des 17 pathologies, parce qu'elles ont été répertoriées, les pathologies qui peuvent être des conséquences de l'agent orange, et elle-même souffre de 5 des 17 pathologies qu'on peut attribuer à l'agent orange. Okay. Est-ce que tu crois qu'on aura un musée du glyphosate un jour en France ? Mais voilà, ça c'est une bonne question. Enfin, je pense que les conséquences sont peut-être pas aussi dramatiques quand même. Mais est-ce qu'on le mettrait où, ce musée du glyphosate ? Parce que c'est toujours important quand on a un musée, il faut savoir où on veut le mettre. Où est-ce qu'on pourrait installer ça, tiens ? Je sais pas, sur les Champs-Élysées, le Champ de Mars, à côté des statues de Guéluc. Non ? Je sais pas. Tu sais pas ? Bon. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais dans un champ, c'est peut-être... Bon, en tout cas, merci beaucoup Laure pour ces explications. Alors, je rappelle à nos auditeurs que ce papier est donc disponible sur notre site internet, où vous trouverez également d'autres articles sur le même sujet. Et voilà, on va passer au dernier sujet. Ah oui. Alors, avant dernier sujet de la journée, Laure et Join, je voulais vous poser une question. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la justice. Enfin, en tout cas, pas avec les actualités. On a beaucoup parlé de justice aujourd'hui. Voilà, c'était un peu une spéciale. Je t'ai senti un peu perdu à un moment. Parce que, à cause de quoi je crois que tu t'ennuyais. Non, mais c'est intéressant et puis c'est important la justice. Mais bon, est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça vous dit d'aller en vacances ou en reportage éventuellement à Dubaï ? Parce que il ne vous aura pas échappé que cette semaine notre double dans le journal est consacré à cette ville des Émirats Arabes Unis. Qui est devenue une destination très prisée de nombreux touristes et influenceurs français. Alors, du coup, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que ça vous dit d'aller là-bas et de payer 0 impôt et de devenir des super influenceurs ? J'ai envie de dire... Je suis pas assez refaite pour y aller. Oh. Moi, j'ai envie de dire non, mais pour que l'émission s'arrête pas là, je vais dire oui, j'ai envie d'aller à Dubaï. Mais non, mais t'aurais pu dire non et puis quand même expliquer, argumenter, tu vois. Ah non, alors posons la question autrement. À quelles conditions t'accepterais d'y aller éventuellement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Non, tu pourrais avoir un compte Instagram, tu pourrais faire des dessins de gratte-ciel, et puis peut-être que ça marcherait, on ne sait pas. Peut-être que tu deviendrais... tu pourrais faire du placement de produit dans tes dessins. Ouais, mais le placement de produit, je trouve que c'est pas la liberté. Tu vois. Oui, voilà, c'est un peu ça le problème. S'il faut suivre la ligne, j'ai pas trop envie d'aller à Dubaï. D'accord. Non, parce que c'est vrai que ces influenceurs ont quand même une certaine tendance à promouvoir cette ville et ce pays qui n'est pas forcément le plus respectueux des droits de l'homme et notamment des droits des travailleurs étrangers. Donc c'est un peu pour ça qu'on avait choisi d'en parler. Mais on voit combien ils sont complètement à côté de la plaque dans leur monde d'influenceurs. Et ils présentent Dubaï comme je sais pas, un pays de liberté. Et on voit combien ils sont loin de la réalité, combien ils ne s'intéressent pas du tout au pays dans lequel ils arrivent. Je crois qu'il y a cet exemple d'une influenceuse qui s'est fait arrêter parce qu'elle était en crop top ou en short, je ne sais plus. Et on lui a dit qu'elle avait une tenue indécente et elle était surprise. Enfin, c'est quand même assez... C'est le principal du lycée qui lui a dit ça. Mais non, c'est pas un endroit où j'ai envie d'aller pour rien au monde. Le voir à la télé, ça me suffit. Après, c'est toujours pareil, c'est de ce qu'on veut bien nous en montrer. Oui, voilà, c'est ça. C'est que les reportages dont on parle un petit peu dans nos articles sont des reportages qui sont quand même assez élogieux, ou en tout cas qui ne parlent pas vraiment des choses dérangeantes dans cette ville. Oui, mais par exemple, ne pas payer d'impôts, c'est pas un truc qui me fait rêver. Après, comment faire tourner un climatiseur toute la journée, c'est pas un truc qui me fait rêver. Avoir l'essence moins chère, c'est pas un truc qui me fait rêver. Il y a rien qui m'attire vraiment là-bas. Je sais même pas. Il fait beau. Mais même ça, c'est usant. C'est quand même un rapport aussi à la société assez étonnant quand des influenceurs sont juste contents de dire on va pas payer d'impôts. Enfin, c'est vrai que c'est ça tourne beaucoup autour de la consommation. Ça tourne autour de ça. Voilà, c'est ça. Ne pas payer d'impôts. Enfin voilà, c'est un peu les impôts ont quand même leur utilité.
Ouais, je sens qu'il va falloir trouver un autre endroit où partir en vacances. Mais c'est vrai que ce qui est assez paradoxal dans cette histoire, c'est qu'avec le Covid, comme c'est un des derniers endroits, enfin un des seuls endroits qui est resté plus ou moins ouvert, du coup, quand on regarde ces reportages ou ces vidéos YouTube, on a l'impression, enfin, les gens le présentent comme un endroit de liberté, puisque de fait, ils peuvent en effet aller au café, au bar, machin, à la plage et tout ça. Donc eux, ils véhiculent un sentiment de liberté, mais qui en réalité, politiquement, n'existe pas, puisqu'il y a... on peut facilement se retrouver en prison pour avoir critiqué le pouvoir ou l'État. Je crois que pour eux, leur liberté, c'est de consommer. Ouais, je sais pas, c'est quoi, c'est où tu places le curseur pour ta liberté, quoi. Est-ce Non, que mais c'est bien de sûr, pouvoir mais acheter ce que tu veux? Est-ce que c'est de pouvoir dire et ce que tu visiblement, veux? pour certaines... mais Ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que visiblement, pour certaines personnes, c'est là où se situe la liberté, quoi. Avec la liberté politique, finalement, on peut la mettre un peu de côté tant qu'on peut aller à la plage et qu'on peut... Après, quand tu es étranger, tu as toujours un statut particulier parce que bon, tu fais pas concrètement de la politique dans le pays où tu es, et puis tu es plutôt bien accueilli parce que tu as un porte-monnaie sur tu pattes. te fais quand même arrêter si tu es en short dans un magasin, apparemment. Voilà. Bon, voilà où s'arrête la liberté. Bon, voilà. Et écoutez, à moins que vous ayez des choses à ajouter, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout? Pas de dernier mot, Juin? Non. Non? Laure? Rien à ajouter? Je crois pas. Ok, bon parfait. C'est tout pour aujourd'hui alors, et merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous les deux pour votre participation, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. C'est quoi ce bordel? Mais n'importe quoi. Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route. Tu enregistres là? Oh non! On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.